Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après une petite pause qui avait suivi le Tour d'Italie. On se retrouve donc pour parler des courses qui ont eu lieu ces 2 dernières semaines, notamment le Critérium du Dauphiné et le Tour de Suisse, des courses que certains peuvent appeler des courses de préparation avant le Tour de France. On verra bien cela ensemble, déjà si c'est vraiment des courses de préparation uniquement ou non. On se concentrera un petit peu sur ce qui s'est passé avec notamment les 2 victoires de l'équipe Ineos, avec Richie Porte sur le Dauphiné et Richard Carapaz en Suisse. On évoquera un petit peu les autres courses. Pour être complet, on a également eu le Tour de Slovénie, le Tour de Belgique et la route d'Occitanie, parce que, évidemment, le Tour de France approche à grands pas. Et pour en parler, j'accueille avec grand plaisir 3 de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Mathieu. Comment ça va ? Oh, ça va bien, on crève de chaud, mais sinon ça va bien. Oh, c'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. Et on est avec Anselme également. Salut Anselme. Salut tout le monde. Alors ça fait quoi de voir Alejandro Valverde gagner ? Ah, c'est indescriptible. Ouais. Clairement, c'est indescriptible. Je suis pas sûr que Marion Rousse et Alaphilippe aient ressenti un aussi grand bonheur quand ils ont donné naissance à leur petit garçon. Et on les félicite d'ailleurs pour cela, la naissance du petit Nino ce lundi. Et on termine avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut, bonsoir à tous. Alors, tiens-toi prêt, je crois que tu as des statistiques encore intéressantes, notamment à propos d'Ineos, qu'on trouvera tout à l'heure. J'ai été me promener à côté de la Trouée d'Arambert ce week-end, je suis en pleine forme. Ah, en plus, c'est parfait. Et bien voilà, à présent, vous savez tout, le programme, les intervenants. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors donc, pour commencer, je vais avoir une question, Johan, Anselme, Geoffrey. On a eu donc les courses de la première moitié de juin, avec notamment le Critérium du Dauphiné et le Tour de Suisse. Comme je l'ai dit en introduction, c'est des courses que certains appellent des courses de préparation au Tour de France, même si ça vient juste en sortie du Tour d'Italie, parce qu'il y a quand même la grande boucle qui arrive à grands pas. Pour vous, est-ce que ces courses, en tout cas notamment les 2 courses au World Tour, est-ce que ce sont uniquement des courses de préparation au Tour de France, Johan ? Tout à l'heure, en fait, je t'ai dit oui avant le podcast. Je vais changer d'avis. Je vais te dire non. Pourquoi ? C'est juste pour me faire plaisir pour le débat juste pour foutre le bordel. On va pas tous être d'accord, sinon c'est pas drôle. Non, mais comme le dit Tom Boonen, ça n'existe plus les courses de préparation ou le cyclisme moderne. Donc, si les coureurs ils font la course, si les coureurs ils sont là pour jouer la victoire, et finalement c'est un petit peu aussi comme si la course était un petit objectif. Donc, je vais dire oui, mais pas totalement. Voilà. C'est du bien mitigé là quand même. Hein. Anselme ? Pour toi, c'est vraiment préparation encore hein ? Ouais. Ah, ça nous avance beaucoup, dis donc. Tu as l'air bien convaincu. Non, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, c'est des courses, tu vois bien que les mecs sont un peu en dedans, ils sont pas... Il suffit de voir que Valverde gagne une étape, c'est que les mecs ne sont pas vraiment concentrés dans ce qu'ils font, quoi. Je répondrai pas à ces attaques, mais il suffit de voir, tu as un Lutsenko qui est fait 2e, tu sens bien que les gars sont un peu en dedans, encore plus pour le Dauphiné qui est plus tôt par rapport au Tour de France que le Tour de Suisse. Mais j'ai envie de dire, on est loin de... Les exemples que j'ai en tête sont pas hyper rutilants, parce que ce qui me vient en tête, c'est Armstrong vs Maillot. Mais on est loin de cette époque où les favoris du Tour se tiraient également la bourre en juin sur le Dauphiné. Là, on a quand même des mecs qui sont en retrait. Richie Porte gagne, mais de là à le placer dans les potentiels favoris du Tour, on a quand même l'impression que au sein même de son équipe, il sera en retrait dans la hiérarchie. Moi, je vois plus des courses justement pour prendre du rythme, ce que tu ne peux pas faire à l'entraînement.
et arriver, on va dire, au top dès le début du Tour de France. Mais on sent bien un mec comme Geraint Thomas, à aucun moment on a senti qu'il voulait gagner ce Dauphiné. Et Geoffrey, de ton côté, c'est des courses de préparation, ça l'est maintenant et ça l'a toujours été peut-être, hein? Mais c'est tellement des courses de préparation que toi-même t'as bafouillé 50 fois en essayant de choisir comment les appeler. Les courses par étapes du début du mois de juin. Non, c'est les courses de préparation au Tour de France. Puis même l'exemple qu'évoque Anselme entre Armstrong et Maillot, tu prends 2 ans avant, t'as peut-être un Dauphiné où t'as 12 équipes au départ parce que les mecs s'en foutent à moitié. Tu prends peut-être 1 ou 2 ans après, c'est gagné par Inigo Landalouz, c'est dire le niveau qu'il y avait cette année-là. Non, les grands noms sont là pour préparer le Tour. Il y en a quelques-uns qui sont en sortie de Giro. Le Tour de Suisse, c'est peut-être un petit peu à part parce que historiquement, il y a moins une participation commune entre le Tour de Suisse et le Tour de France. Et il y a parfois des plateaux un peu différents pour les coureurs qui visent le général là ne sont pas eux en préparation du Tour, mais les courses en elles-mêmes si. Puis de toute façon, il y a une stat qui illustre parfaitement que c'est une course de préparation et que tout le monde s'en désintéresse. C'est la dernière course à étapes pour le Tour gagnée par un Français. Donc Christophe Moreau en 2007. Christophe Moreau 2007. Ça montre bien que les autres équipes n'en ont pas grand-chose à faire. Bon, visiblement, les Français, c'est pas là où ils réussissent le mieux, mais on va élargir ça aux courses par étapes en général. Surtout si Alaphilippe se barre un jour de l'arrivée. Hein. Soi-disant parce qu'il attend un bébé, mais voilà, quoi. Et justement, par rapport au Tour de France, pour vous, c'est quoi la meilleure préparation? C'est quoi le Dauphiné, le Tour de Suisse ou une autre course? La route d'Occitanie. Pour quelle raison? Non, mais en fait, il y a toujours eu la question avec le Dauphiné et le Tour de Suisse de savoir si c'était pas trop fatigant entre les stages, l'entraînement et avant le Tour de France, tu vois, et que tu laisses pas un peu trop de juste, tu joues le général, tout ça, et de soit faire le Dauphiné ou le Tour de Suisse un peu en dedans, comme certains coureurs le font, ou soit d'aller faire une course comme la Route d'Occitanie ou le Tour Slovénie qui sont plus courtes et moins difficiles, quoi. Il y a toujours cette question de est-ce que tu peux jouer à fond le Dauphiné ou le Tour de Suisse et puis après enchaîner avec le Tour de France. Là, cette année, ce qui change un peu aussi, c'est le Dauphiné est vraiment tôt par rapport au Tour de France. Et donc le Tour de Suisse, ça fait un peu moins proche du Tour de France que d'habitude, où généralement, il n'y a pas grand monde qui avait enchaîné Tour de Suisse, Tour de France. Il y a toujours le même écart, hein. Non, il y C'est a juste toujours le même c'est- écart. c'est- La seule différence, c'est que le Giro est rapproché, mais c'est. Oh bah je dis de la merde. Il y a Mais eu ouais, une année où le Tour de France avait été un peu plus tard, mais sinon, c'est le même écart que d'habitude entre le Dauphiné et le Tour. Après, le Dauphiné, statistiquement, c'est peut-être plus une bonne préparation au Tour, mais le fait est que le parcours du Dauphiné est souvent similaire à certains tracés qu'on récupère en juillet. Et ça fait course d'entraînement et reconnaissance de parcours en même temps. Donc, ça motive peut-être plus les coureurs à venir sur le Dauphiné que sur le Tour de Suisse. Et Anselme, de ton côté, ton choix se porterait plutôt sur quoi au niveau de la meilleure préparation pour le Tour de France? Ouais, bah, j'aurais tendance à dire le Dauphiné aussi parce que c'est en France, c'est souvent sur les mêmes routes. On a même parfois des étapes du Tour de France qu'on retrouvait quasiment à l'identique sur le Dauphiné. Donc il y a ce côté-là. Mais est-ce que le fait que souvent des mecs qui gagnaient le Tour de France étaient sur le Dauphiné, c'est parce qu'ils étaient sur le Dauphiné ou c'est parce qu'ils étaient juste plus forts, ils étaient sur le Dauphiné? Je sais pas, et ça biaise sûrement un peu l'idée qu'on s'en fait. Après, je sais pas, par exemple, tu m'as demandé pour un mec qui sort du Giro, j'aurais tendance à dire que le Tour de Suisse est peut-être plus favorable, je sais pas pourquoi. De toute Mais, façon, cette année, c'était pas possible de faire le Parce qu'il est Dauphiné. pas en même Oui, en temps, plus. ouais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de meilleure préparation idéale. Enfin, un mec comme Pogačar, qu'il aille en Slovénie au lieu du Dauphiné ou de la Suisse, je suis pas sûr que ce soit vraiment préjudiciable. Là, il aurait pu en enchaîner 2-3 Pogačar, hein, ça aurait animé un petit peu, quoi. Et puis par exemple, un mec comme Roglic, je sais pas s'il payera de pas avoir fait de course, mais à la rigueur, je me dis que peut-être il peut payer un peu un manque de rythme en début de tour, mais les étapes sont pas assez piégeuses et ça devrait pas lui poser de problème. En gros, ça veut dire que, à peu près sur les courses qu'on a dans cette première moitié de jeu, c'est un peu kiff-kiff partout, quoi. Tout se vaut, y a pas de grande différence. Il y a comme j'ai envie de dire, il y a un peu plus de prestige. Et le plateau du Dauphiné et du Tour de Suisse fait que ça reste, je pense, un peu plus intéressant pour situer son état de forme. Ça dépend du mode de préparation que tu veux faire, en fait. Oui, aussi. Si tu veux faire un gros bloc avec en face des gros favoris,
vas avoir des étapes rapides, tout ça, ou si tu vas aller sur une course un peu plus secondaire juste pour avoir un tout petit peu de rythme. En fait, ça dépend de tes choix de préparation. Roglic, c'est pareil, c'est un choix de préparation de ne pas aller sur aucune course, ce qui est, moi, ce que je trouve très questionnable, mais Dans quel sens ça risque de lui manquer, d'avoir un manque de jours de course dans les jambes au départ du tour? de rythme, d'habitude d'être en peloton, parce qu'en gros, t'imagines, tu débarques sur les 2 étapes de Bretonne du Tour de France, ça va rouler pleine balle sur des petites routes, ça va tourner, machin, on va faire se placer avant les bosses. Enfin, c'est bien d'avoir fait 2 courses avant dans les pattes, quoi, s'être remis dedans, quoi. Après, effectivement, Montagne arrive tard sur le tour, donc peut-être qu'il compte sur ça, mais à mon avis, c'est à moitié aussi le fantasme de l'entraînement peut supporter la compétition, qu'on n'a jamais vraiment vu marcher tant que ça. Donc, Quintana en 2013 quand même. Il fait pas la route d'Occitanie en 2013? Non, il fait rien du tout, il se barre 2 mois en Colombie. Après, c'était peut-être un cas un petit peu différent, vu que c'était, je crois, son premier grand tour, ou tout du moins son premier Tour de France. Oui, oui, Cette oui, année-là, c'est sûr donc, que on l'attendait pas comme on attend Roglic cette année, mais c'est pas quelque chose qui a jamais été vu. Et on a un exemple d'un coureur qui fait 2 mois sans compétition et qui se retrouve à être compétitif, encore plus dans un tracé où la montagne arrivait assez tardivement et qui s'est montré être très fort en fin de course. Et pour toi, Geoffrey, le choix de Primoz Roglic de rester à Tignes pour sa préparation, de ne pas participer à des courses avant le Tour de France, ça ne lui sera pas préjudiciable tant que ça? Non, non, il a l'équipe en plus pour être autour de lui. Est-ce qu'il craignait aussi le fait d'exploser en fin de tour comme l'année dernière et que ça a pu le motiver? Il y a toujours plein de préparations différentes, d'états de forme qui sont différents, autant individuels que collectifs. Sur Roglic, ça me surprendrait que Roglic ne soit pas à un niveau compétitif dans le prochain tour juste parce qu'il a fait 2 mois sans compétition. Donc finalement, si je dois résumer, les choix de Primoz Roglic et de Tadej Pogacar de ne pas participer ni au Dauphiné ni au Tour de Suisse, finalement, ça va pas leur changer grand-chose à vous écouter. Pogacar, pour moi, ça change rien. Enfin, en vrai, Pogacar, c'est assez intelligent de rester chez lui, tranquille, et puis pas trop engranger de fatigue, d'aller faire sa course. En plus, il y a tous ses supporters, c'est cool. Ce qui lui permet aussi d'éviter des transferts pour aller en Suisse Oui, voilà. ou en France. Ouais, c'est ça. Enfin, et puis il enchaîne le combo, pas vraiment de pression, plus la confiance de la victoire, donc c'est pas mal. Voilà, Roglic, c'est plus particulier parce que c'est quand même plus un pari, quoi. Parce que c'est pas habituel. Lui, il l'a pas déjà fait. C'est pas un coureur qui est encore tout frais, tout jeune comme Quintana non plus. Donc c'est plus une tentative de faire ça. Et puis Jumbo, de toute façon, comme c'est comme ils sont dans leur cyclisme scientifique, phase de stage, de préparation, machin, de données. Donc eux, c'est bien dans leur état d'esprit de faire ce genre de choses. Par contre, du coup, il chronométrera très bien le final de la 9e étape du Tour de France. Ça, c'est sûr. Il a l'habitude d'y passer pas mal de temps, puis là, il y est depuis plusieurs jours, voire quelques semaines. Ça m'étonnerait qu'il se fasse piéger sur des routes qu'il ne connaît pas sur cette étape-là. À présent, donc, on va se concentrer à ce qui s'est passé sur ces courses plutôt qu'aux coureurs qui n'y étaient pas. Quand je parle de ces courses, c'est le Critérium du Dauphiné et le Tour de Suisse qui ont été remportés par 2 coureurs de l'équipe Ineos. Geoffrey, je vais te passer la main tout d'abord parce que tu as une statistique sur par rapport au fait qu'il y a une seule équipe qui a remporté ces 2 courses simultanément. Alors, déjà, depuis l'ère Pro Tour, World Tour, où on a les meilleures équipes du monde qui sont présentes aux 2 courses, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Pour retrouver une occurrence d'une même équipe qui gagne les 2 courses, il faut aller à 1985 avec un calendrier un peu particulier puisque le Dauphiné se courait une grosse semaine avant le Tour de Suisse et il y avait Phil Anderson pour l'équipe Panasonic qui avait remporté le Dauphiné puis le Tour de Suisse. La moitié de l'équipe était la même et on l'a retrouvée après encore sur le Tour de France. Donc oui, il y a déjà une équipe qui avait gagné les 2 courses, mais avec des coureurs différents, c'est du jamais vu. Et en tout cas, la même équipe qui gagne ces 2 courses lorsqu'elles sont courues simultanément, donc du coup c'est inédit. Comme ça, c'est dit clairement, sachant qu'en plus on avait également Geraint Thomas qui est 3e sur le Dauphiné, donc pour montrer que l'équipe Ineos et Grenadier est quand même bien présente.
Plus Théo Gegenhardt qui est dans le top 10 et Eddie Dunbar qui en est pas loin en Suisse. Ce qui posera, et on le verra la semaine prochaine pour le podcast de présentation du Tour de France, ce qui posera la question de qui sera le leader de l'équipe. Il y aura des questions à se poser, on verra s'ils adopteront la stratégie Movistar de miser sur plusieurs leaders à la fois. Tant qu'on est sur les petites stats, j'en ai une originale sur l'équipe Sky Ineos quand ils gagnent le Dauphiné ou le Tour de Suisse. Systématiquement, quand un coureur de cette équipe a remporté le Critérium du Dauphiné ou le Tour de Suisse, il a remporté le Tour de France ou il a abandonné sur chute. Le seul homme. Donc, comme entre Richie Richie Porte et Richard Carapace, Ils peuvent être encore bons sur les deux stats, en fait, là, vu qu'ils en ont deux. Pour cette équipe Ineos, donc, la double victoire avec Richie Porte sur le Critérium du Dauphiné et Richard Carapace sur le Tour de Suisse. Est-ce que cette double victoire elle vous a étonné, en quelque sorte? Non. Enfin, Carapace en Suisse, non, c'est pas étonnant. À la rigueur, j'attendais plus Thomas que Porte pour gagner le Dauphiné. Mais là encore, c'est pas surprenant. Le truc, c'est à partir du moment où les deux Slovènes n'étaient pas là, Ineos était favorite sur les deux courses. Il n'y avait pas trop match. Hein. Non, bah non. Les seuls sur le Dauphiné, les seuls que j'attendais, enfin celui que j'attendais peut-être pouvoir le concurrencer un peu plus, c'était Lopez. Il a attendu le Ventoux en deuxième semaine. Ouais. C'est ça, donc forcément, il n'y avait pas de vrai challenge. Un Quintana, par exemple, qui lui était, pour moi, assez décevant, a été qui l'année dernière on aurait pu attendre pouvoir challenger. Là, sur ce Dauphiné, il était assez transparent en attaquant avec à des moments, en même temps que Louis Meintjes ou des trucs comme ça, pour finir au même niveau que Meintjes. Donc, autant sur le Tour de Suisse, c'était plus ouvert, j'ai envie de dire, parce que le leader était plus fort, mais quoique l'équipe était sur le papier, on va dire, moins forte, même si Dunbar était monstrueux. Mais sur le Dauphiné, en plus, c'est un peu leur terrain de chasse habituel. Johan, je te vois pas vraiment d'accord avec Hansen par rapport au Dauphiné de l'équipe Ineos. Non, mais je pense que sur le Tour de Suisse, comme sur le Dauphiné, c'est prenable. C'est juste qu'il n'y a pas eu de coureur qui a surnagé en face pour vraiment pouvoir les concurrencer. Sur le Tour de Suisse, Carapace fait pas un chrono extraordinaire, donc c'est d'ailleurs pour ça que Oran en face qui était pas loin du compte, Salfip était pas loin du compte avant d'abandonner non plus, donc il suffisait que Carapace ait un petit coup de moins bien dans la dernière étape et puis il perdait le général. Dauphiné, Richie Porte, je pense qu'il était accessible en termes de niveau à d'autres coureurs. Après, c'est juste comme en face, ça n'a pas surnagé non plus. Et que comme Ineos, ils ont 15 coureurs de réserve pour aller gagner le général, donc forcément, il y en a un qui va être pour être là pour jouer la gagne. Je pense que ils étaient prenables. Après, oui, forcément, c'était les plus forts, ils ont gagné, voilà. Pas non plus. Et Geoffrey, toi, comment est-ce que tu voyais, tu as vu un peu ces deux courses pour l'équipe britannique? C'est ça, quoi. Ils se sont retrouvés à les gagner, mais c'était Lutsenko et Uran qui gagnaient le général des deux courses. Est-ce qu'on aurait eu un ressenti différent sur l'ensemble de l'épreuve? Pas spécialement, je trouve. C'est dû au fait que c'est des courses de préparation, justement? C'est ça, ouais. Ils ont gagné les deux, ils sont bien en forme. L'équipe Ineos qui arrive en forme avant le Tour de France, c'est pas une surprise. Là, il y a la stat particulière parce qu'ils gagnent les deux en même temps. Mais j'avoue, ça me fait ni chaud ni froid de les voir gagner les deux. Ouais, oui, ils sont en forme. Ineos arrive en forme avant le Tour de France. Mais tu me pourrais poser la question au mois de février, je t'aurais déjà répondu que oui, ils seraient arrivés en forme au moment du Tour de France. Il n'y a pas besoin de gagner les deux courses pour en être sûr. Donc on n'a pas appris grand-chose pour toi? Peut-être la confirmation que certains coureurs comme Nairo Quintana ne sont définitivement plus au niveau qui était le leur il y a quelques années. Mais sinon, pas grand-chose. Le Dauphiné est réservé parfois des très belles étapes ces dernières années. Là, c'était pas une grande édition du Dauphiné. Le Tour de Suisse, il y a eu quelques trucs sympas, mais au final, pas spécialement autour du classement général. C'est de la préparation, quoi. Les coureurs, ils arrivent en forme pour le Tour. Au final, en gros, c'est quoi? C'est que les adversaires de l'équipe Ineos n'ont pas voulu tout tenter pour essayer de les renverser, d'aller chercher la victoire? Pas essayé. Sur le Dauphiné, ça n'a pas vraiment essayé. Sur le Tour de Suisse, Uran, il a bien voulu, mais il était moins fort que Carapace. Donc pour vous, sinon, ce Dauphiné, ce Tour de Suisse, ça a été deux courses décevantes? Le Tour de Suisse,
non, il y a eu des étapes sympas au début. Parce que, Ah non, enfin, j'ai bien aimé ce Tour de Suisse. le Tour de Suisse, c'était assez sympa quand même. Ouais, non, le Tour de Suisse c'était assez chouette, c'est vraiment le Dauphiné où tu sentais les coureurs étaient vraiment sur la retenue, quoi. Typiquement, l'étape de Saint-Vallier, ça roulait vite, le peloton était fatigué, t'arrives dans une dernière bosse assez raide où il reste juste 10 bornes derrière, il n'y a pas un seul coureur pour bouger, quoi. Il y a juste c'est Lawson Craddock, non? Ouais, Qui a- c'était Ouais, Craddock. ouais, et Paché aussi, non? Craddock Et et, Paché, ouais. et Quentin Mais bon, Paché, mais c'est- Quentin Paché qui Ouais, n'a pas réussi à le. Voilà. Voilà, Mais bon, c'est quand t'as pas c'est chez pas Katak, c'est que ça totalement- monte pas. Ce qu'on re- c'est vrai que cette étape-là, c'est une étape qui était vallonnée. Ce qu'on retiendra, c'est juste le coup du kilomètre de Geraint Thomas, quoi. A bien Ouais, joué voilà. avec Kwiatkowski les deux gèrent Mhm. parfaitement le dernier virage. Et ça fait mal quand tu compares au Tour de Suisse sur les premières étapes où quand t'avais une configuration dans ce genre, ça se mettait des grandes peignées avec Enfin, à la t'avais Philippe Mathieu et Van Van Der Der Poel, quoi. C'est dû à quoi? C'est dû à Van Der Poel, tout simplement? Bah, Oui. je sais Bah, pas. quand tu sais que tu vas faire 4 étapes sur les 8, tu peux te permettre de flinguer dans tous les sens. Oui, mais dans c'est ces la Philippe étapes-là. qui fait péter le premier jour aussi Ouais, en Suisse. enfin, pour moi, ça vient aussi du plateau où tu as plus de potentiels mecs qui peuvent gagner en Suisse, là où au Dauphiné, tu avais quand même des mecs qui étaient au-dessus, que ce soit par leur équipe ou. Enfin, un type comme Lutsenko aurait pu faire partie des types à dynamiter une course, mais derrière, enfin, j'ai du mal à voir des mecs mieux que Craddock, justement, à tenter un truc. Tu veux Bah, je sais dire pas, que tu genre voyais pas Godu, Valverde attaquer de par loin? exemple, au hasard. Bah non, mais c'est surtout que Valverde n'avait pas attaqué de loin là. Enfin, il Euh. jouait presque le général et au sprint, aurait pu faire un truc. Donc, Ouais, Valverde, il est vieux, hein. S'il prend du vent, après il prend froid, enfin, c'est dangereux, je hein. sais Faut qu'il qu'il a reste dans gagné les une roues. étape en enrhumant Geoghegan Hart, le dernier vainqueur du Giro. Cela dit, Je vois qu'on sort tous les arguments qu'on peut, visiblement, pour défendre Valverde. enfin, pour moi, ça vient du plateau, pas forcément de Van Der Poel, mais du plateau un peu peut-être moins homogène sur le Dauphiné. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y avait les coureurs d'Ineos avec la doublette Richie Porte, Geraint Thomas, et tout le monde en face se disait bon, bah, je veux jouer pour faire deuxième, c'est ça? Bah, c'est ça, et puis même en face, leurs opposants, enfin, par exemple, un Lopez. Ok, il aurait pu tenter un truc, mais avec le plat derrière, je vois mal comment il résiste. Et puis C'est pas du plat, hein, c'est du faux plat descendant. Non, mais après, Non, enfin, mais t'as Craddock qui était repris tout seul à peine 2 bornes, enfin, sans déconner, n'importe qui y allait, c'était pareil, hein. Il se faisait pas oui, reprendre. sauf qu'à ce moment-là, tout le monde, enfin, toute personne s'attendait à ce qu'il résiste autant. On se pensait qu'il serait rattrapé beaucoup plus tôt. Donc après, ouais. C'est comme l'étape du Ventoux sur Paris-Nice il y a quelques années où Lutsenko c'était le seul qui avait attaqué toute l'étape et puis il était battu tous les mecs qui étaient restés dans le peloton, quoi, parce que non, personne n'y croyait. Si t'attaques pas, forcément tu vas pas rester un peloton, quoi. Mais t'as 50 000 des exemples de mecs qui attaquent dans le final et qui arrivent à tenir. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais enfin, c'est à eux qu'il faut le dire, pas à moi. Hein. Et après, sur le critérium du Dauphiné, pour parler un petit peu des Français, on a David Gaudu qui termine 9e et Aurélien Paré-Peintre 13e du classement général final. Vous les avez trouvés comment, les Français, sur ce Dauphiné? En préparation pour le tour. Ouais, Guillaume Martin, vraiment pas terrible. Bah, Guillaume Martin il est tombé après parce que genre c'est l'étape de je sais plus, la deuxième étape en ligne où il met une bonne mine dans la dernière bosse, c'était pas dégueu, hein. Après faut voir si c'est vraiment la chute qui l'a gêné parce qu'après sur l'épreuve précédente, la Mercantour classique, il était très fort, donc. Enfin, le plateau était famélique. Ouais, non, mais quand même, enfin, typiquement il met 2 minutes à Paris-Peintre il fait 13e du Dauphiné, enfin. Ouais, donc ouais, non, bah il y a la chute à prendre en compte, mais Pas trop d'inquiétude pour vous? bon, je suis pas optimiste. Je sais pas si, bah sinon, enfin, côté français, c'est plutôt O'Connor chez AG2R qui m'a fait. C'est pas un Français, mais il court dans une équipe française. Donc, Oui, français au sens large. voilà, mais qui confirme même, son retour à un bon niveau et, enfin, moi je l'ai trouvé très bien sur notamment les 2 dernières étapes. Pour rester dans le clan français, c'est celui-là que je retiens, on va dire. Gaudu, il est à son niveau. Enfin, Gaudu, j'attends de voir sur le tour parce qu'il a déjà montré que sur les courses d'une semaine, il pouvait performer. Donc là, lui, enfin, c'est vraiment une course de préparation. On n'attend rien spécifiquement de lui. Donc, pour vous paraphraser un peu tous, c'est une course de préparation, il n'y a pas grand-chose à retenir.
Bah, c'est la première fois que Godu il réussit à faire un Dauphiné en fait, hein. Parce que la plupart du temps, c'est soit il est à la rue, soit il abandonne. Donc, mine de rien, c'est la première fois qu'il est solide sur un Dauphiné et qu'il parvient à tenir jusqu'au bout et être dans la course, pas se faire distancer. Le truc, c'est que c'est la première fois qu'il arrive dans une approche de Dauphiné avec la perspective du Tour de France en tant que leader derrière. Ouais, mais on l'a vu tenir son rang. Enfin, il est dedans, il a fait un bon chrono où il craque un peu sur la fin, donc tu dis qu'il manque encore un peu de forme, quoi. Montagne, répondait présent, on l'a vu qui est vite fait. Enfin, moi je trouve ça plutôt bien. Il y a du positif, en somme. Oui, largement. Oui. Très bien. Et sinon, donc sur les courses de ces 2 dernières semaines, là, on va élargir un petit peu l'angle. On va pas seulement se concentrer sur les courses World Tour. En dehors, donc, de la domination de l'équipe Ineos Grenadiers, qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé sur ces 2 dernières semaines? Geoffrey, pour commencer. Euh, euh, Michael Woods, poisson pilote, il a trouvé sa reconversion déjà. La manière dont il a lancé Gino Meder vers la victoire en Andermatt, c'était magnifique. Ah, sur la dernière étape, pourtant il pourra pas dire qu'il ne connaissait pas le final, puisque c'était le même que le contre-la-montre la veille. Non, moi je retiens plus quelques points comme les sprints au Tour de Belgique où il y avait un beau plateau de sprinters. Caleb Ewan très costaud dans l'étape de Hamoir. Il y avait une belle lutte pour revenir avec les meilleurs. Cavendish qui réussit à taper Merlier, Ackermann et tous les autres à Beringen. J'y croyais pas, franchement. Puis il y a un sprint un peu bordélique et Cavendish qui avance en ligne droite du début à la fin sans faire la moindre vague, sans sortir de sa ligne. Ouais, il a mis personne par terre, quoi. C'est plus le même Cavendish qu'il y a 10 ans. Est-ce que c'est le vrai retour de Cavendish? Ouf, Oh. oula. C'est vite dit. Hein. J'aime beaucoup le Tour de Belgique. Il y a eu une belle concurrence, mais voilà quoi. Il a gagné une étape du Tour de Belgique. À côté de ça, il était, on l'a pas vu dans les autres sprints quoi. Donc bon, je te sens pas très chaud encore pour le mettre sur le Tour de France à la place de Sam Bennett si l'Irlandais a toujours mal au Bah, genou. Le souci, c'est quoi l'état de santé de Sam Bennett? Quel sera l'objectif de Gunning Quickstep? Est-ce qu'ils vont vraiment essayer de faire des choses autour du général pour Alaphilippe, sachant que systématiquement, dès que De Gunning essaie de viser le général sur un grand tour, il se passe des trucs qui font que ça se passe pas nécessairement très bien. Je sais pas quels sont les objectifs de De Gunning sur le tour, parce que Cavendish, c'est pas vraiment le sprinter que tu peux laisser tout seul à côté d'une équipe qui accompagne le leader pour le grand tour, quoi. Il lui faut au moins 2 coureurs à côté de lui. Je sais pas, ça dépend de l'équipe qui est alignée par De Koenig. On en discutera peut-être plus. On verra la dans semaine quelques prochaine jours. on verra déjà C'est la ça, semaine hein. prochaine quand on aura la start list définitive de l'équipe de Colin Quickstep et s'il y aura Sam Bennett, Mark Cavendish ou aucun des deux. Puis on attend le moment où le Fever il annoncera enfin que Alaphilippe est là pour essayer de gagner le général, quoi, parce que c'est quand même un peu flag, quoi. Ah bah, c'était son abandon sur le Tour de Suisse, c'était peut-être une sorte de paravent pour Moi, j'avais tellement continuer envie de de dire faire, non. Hein. j'avais tellement envie de faire la blague de ouais, il fait ça pour prendre du repos en fait. Son- Et Johan, toi, qu'est-ce que tu retiens justement de ces 2 dernières semaines à la Philippe? Ouais, j'aime bien. Bah, de toute façon, moi, ce que j'ai retenu, c'est les coureurs qui font la course, hein. T'as les coureurs offensifs, Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel, tout ça, qui sont autour de Suisse, qui font la course. Bah, la course, elle est cool. T'as les coureurs attentistes au Dauphiné, bah, il se passe rien et on se fait chier. En gros, ça veut dire qu'il y aurait eu Van Der Poel et Alaphilippe sur le Dauphiné, ça aurait été une course super. Hein. Bah, au moins, ça aurait bougé sur l'étape de Saint-Vallier, quoi. Puis même sur les étapes avant, sur les premières étapes avec les petits cols et tout, enfin, sans qu'un Alaphilippe pourrait un peu plus bouger, où il y aurait des trucs, quoi. Donc moi, après, voilà, il y a plein de coureurs que j'ai aimés sur ces semaines. Kungby Seger, le duo, j'ai trouvé super cool sur le Tour de Suisse. Les deux, ils ont fait vraiment plaisir, quoi. Ils ont été dans les échappées, ils ont fait les chronos, ils se sont amusés. Enfin, c'était super chouette à voir. Il y avait des trucs comme ça, quoi. Pareil, il y a des marques, j'ai bien aimé. Sur ces petites courses de préparation, tranquille, à mettre la misère à tout le monde, là, comme un crocaïde, là. Arnaud Desmar, on en reparlera juste après. D'abord, on va finir ce petit tour de table de la carte blanche avec Anselme. Toi, qu'est-ce que tu vas garder en mémoire de ces 2 semaines
Bah moi je vais rester sur Uran qui m'a impressionné. Je l'attendais pas à un si bon niveau. Donc pour moi il fait partie. Il a utilisé ses courses de préparation pour se placer dans ma petite liste des coureurs à suivre sur le prochain Tour de France. Sinon, Pour Rigoberto Urán, est-ce que pour toi c'est un coureur qui était au même niveau que les autres ou est-ce qu'il a bénéficié des états de forme différents pour se montrer un peu plus, un peu meilleur que les autres? non, je pense qu'il est au même niveau que les autres, mais en termes de préparation, mais Il juste. sort un chrono de l'espace quand même, hein. Ouais, il Voilà. sort un très bon chrono. Est-ce qu'on va retrouver un Uran, est-ce qu'il retrouve un niveau proche de ses bonnes années? J'ai l'impression, il marche un peu par intermittence. Puis sinon, il y a Pozzo Vivo que j'ai été content de revoir à un bon niveau après son début de saison difficile et son abandon sur le Giro. C'est un coureur que j'aime bien, donc voilà. Sinon, il n'y a pas eu de grosses surprises. À la suite de. Je vous vois En un peu termes circonspect, Anselme Johan. Il y a eu une grosse surprise quand même, hein. Je veux pas dire, mais Je parle des classements généraux, si ce n'est que pour moi, Carapaz s'affirme comme un. Je sais pas comment ils vont gérer la hiérarchie chez Ineos, mais Carapaz s'annonce comme un sérieux prétendant au leadership. Bon, je sens qu'on ne s'étendra pas sur Marc Padoun, on n'a pas dit le nom, hein, c'est toi qui. coureur qui a remporté 2 étapes sur le Critérium du Dauphiné, sur lequel on n'a pas beaucoup éludé la performance. À présent, Johan, tu avais parlé un petit peu d'Arnaud Démare, qui s'est imposé sur la route de l'Occitanie au sprint, où il a battu des coureurs comme Orluis Aular, Jacopo Mosca ou encore Lorenzo Manzin, pour citer simplement les 3 coureurs qui le suivent sur ce sprint. Et avant cela, il avait gagné également 3 étapes aux boucles de la Mayenne, devant notamment Brian Cocard, Christopher Halvorsen, Nicolo Bonifazio, etc. Alors donc, général. et le classement général également, voilà, je me concentrais vraiment sur les sprints. Étant donné qu'on est encore dans le bloc course de préparation pour le Tour de France, qu'est-ce que vous allez retenir le plus? Qu'il ait gagné 4 sprints, qu'il ait gagné 4 étapes au sprint, ou alors la concurrence qui était pas aussi incroyable que notamment sur le Tour de Belgique? Je sais pas, Cocard il faisait à peu près ses mêmes places en Mayenne que sur le Tour de Belgique, hein, donc c'est pareil. Non, mais c'est pas. Au-delà du fait qu'ils battent des sprinteurs un peu secondaires ou dont on n'est pas vraiment sûr du niveau, il y a quand même la manière, quoi. Son équipe a été très bien, lui il était très très bien, notamment sur la première étape de Mayenne. Il y avait un petit mur dans le final, il fait une ascension du mur assez folle, quoi. Enfin, il lance de très très loin avec Halvorsen dans la roue. Halvorsen est incapable de le remonter, quoi. Donc il y a quand même, on le sent bien en jambes, on le sent bien concentré. Son équipe, on sent que là, elle a eu bien utilisé les boucles de la Mayenne et un petit peu la route d'Occitanie pour bien se roder et bien se mettre en place. On retrouve un peu dans la forme qu'il avait l'année dernière avant le Tour Italie, quoi. Ou pareil, on était un peu, est-ce que Démare vraiment il est au niveau face aux autres sprinteurs, machin, tout ça, et au final, il était très très fort. Donc moi je m'inquiète. Enfin, je pense pas que ce soit gênant qu'il ait évité les grosses courses. À part faire le Tour de Belgique, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire comme course pour avoir de la concurrence sur les sprints, parce que Dauphiné ou Suisse, il n'y avait pas vraiment d'étape taillée pour lui. Donc Geoffrey, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens, toi, sur ces dernières semaines? Là, tout de suite, je retiens qu'il a encore gagné, qu'il enchaîne les victoires, et on va dire c'est bon pour la confiance, un peu comme ce qu'Anselme disait pour Pogačar en Slovénie. Il gagne facilement, mais ça fait toujours du bien au moral de gagner. Maintenant, dans un mois, qu'est-ce que j'aurais retenu le mois de juin de Arnaud Démare? La réponse, c'est absolument rien, quoi. Il passe à côté de son Tour de France et il gagne pas une étape. J'aurais complètement oublié qu'il a gagné les boucles de la Mayenne et l'étape de la route d'Occitanie. Il réussit son tour, il gagne 2 étapes, voire plus. Il est éventuellement dans la course pour le maillot vert. Pareil, j'aurais oublié qu'il a gagné la boucle de la Mayenne et qu'il a gagné l'étape de la route d'Occitanie. Ça, je suis pas tout à fait d'accord sur les boucles de la Mayenne. C'est quand même un des sprinteurs qui a le palmarès les plus impressionnants. Oui, non, mais on le sait depuis des années. Oui, mais au final, le bilan comptable, c'est toujours il y a eu les 4 jours de Dunkerque, qui a déjà bien longtemps qu'il a gagné, et il a regagné les boucles de la Mayenne. Mais En tout cas, pour cette saison, c'est le coureur qui a déjà le plus gagné à présent, avec 8 victoires et à égalité avec Tadej Pogačar.
Et c'était lui Ouais. qui avait gagné le plus de courses l'année dernière. Aussi. Ouais, enfin, Donc ça continue bien pour le sprinter de Marc Madiot. après, il choisit le calendrier pour ça aussi, hein, mais parce que bon, s'il avait été sur le Tour du Fils, il n'y aurait pas autant de victoires, quoi. Donc on va dire que Johan, tu mets pas forcément le même degré de victoire en fonction des succès du plateau, du parcours, des courses. Non, mais c'est comme, je sais pas comment il s'appelle, je sais plus, qui gagnait 10 étapes sur le Tour, et puis du coup, il se retrouvait dans l'eau du classement. Le tour de quoi? On t'a pas entendu. Fin, tu sais, les courses en Chine de fin de saison, tu sais, où tu gagnes 10 étapes de suite. Il y en a Ouais, plein genre, des comme ça. voilà. T'as Marečko, Marečko, Guardini. Voilà, Juri Marečko, oui. Vitouchenko, Ah bah, c'est le Slovène de Adria Mobil qui était passé chez Saxo comme ça. Borut Bozic, Non, Camp ou un truc comme ça. Marco Kump. sympa. Marco Kump, Par voilà. contre, voilà, oui, c'est ça, tu Pardon. gagnes. Enfin, Après, forcément que ça se vaut pas le nombre de victoires, mais ça reste impressionnant, mais c'est pas forcément comparable. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai envie de dire, depuis le Giro démarre l'année dernière, enfin, les victoires en France comme ça, c'est bien, c'est impressionnant. Sa première étape sur le Tour de ces boucles de la Mayenne, c'est vrai qu'il gagne pas, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il a été impressionnant. Mais derrière, sur le Tour de France, le plateau, ça va être un autre morceau. Si on dit qu'un sprinter a besoin de confiance, ça risque d'être un peu plus compliqué. Après, s'il est capable de ressortir les mêmes performances que sur le Giro de l'année dernière, alors là, on pourra dire que. Enfin, on pourra plus rien lui dire. Mais pour l'instant, ok, il fait partie de ceux qui ont le plus de victoires. Mais cette année, il n'a pas encore gagné en World Tour. Donc, pour un sprinter de sa trempe et qui aspire à pouvoir jouer le maillot vert, par exemple, ça reste encore un peu léger pour sa saison. Après, Johan parlait tout à l'heure des choix de course, et notamment sur ce début du mois de juin qui n'avait pas forcément trop le choix. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir fait les boucles de la Mayenne et la route d'Occitanie Il Non, avait je besoin pense de. pas. Non, il avait besoin de reprendre de la compétition. Il y a eu le printemps qui a été tronqué, comme il n'y avait pas eu Paris-Roubaix. Et là, il fallait qu'il reprenne et qu'il enchaîne quelques jours de course. Quitte à faire 8 jours de course pour un sprinter. Oui, éventuellement, à la place de la route d'Occitanie, il aurait pu aller au Tour de Belgique, mais son équipe n'était pas au Tour de Belgique. Donc, il risquait Ouais, pas c'est d'y surtout être. que ça lui permet et d'engranger des victoires avec la Mayenne et de rouler en montagne avec la route d'Occitanie. Ah, Ce c'est qui fait que c'est vraiment l'idéal. C'était un peu le meilleur choix en somme, on va dire, pour Arnaud Démare, pour cette préparation du Tour de France. Bah, je pense que oui, parce que s'il avait été allé en Belgique, il n'aurait pas travaillé le coup de pédale en montagne. On sait que, peut-être moins aujourd'hui, mais sur certains de ses Tours de France, la montagne lui a parfois été fatale. Donc, ça reste nécessaire quand même de faire des efforts qui sont des efforts quand même particuliers, surtout pour un sprinter. Eh bien, on verra ça, on regardera déjà la semaine prochaine, quand on fera le podcast de présentation du Tour de France, à quel niveau Arnaud Démare peut se situer dans la hiérarchie des sprinters qui seront au départ de la grande boucle. Avant cela, avant le Tour de France, il y a ce week-end les championnats de France, même à partir de jeudi avec les contre-la-montre. Je dis les parce que je prends en compte les courses hommes, femmes, également les courses amateurs. Geoffrey, pour commencer, un petit prono pour ces championnats de France. Pierre-Luc Périchon, il est toujours en forme au championnat de France. Il vient de finir aujourd'hui deuxième de Paris-Camembert. Les courses peuvent être un peu désorganisées. Selon comment ça se passe, je sais pas, peut-être un Arnaud Démare si ça se retrouve arriver au sprint parce qu'il est toujours bien en forme. Mais allez Philippe, est-ce qu'il le fait le championnat de France? Parce que s'il le fait, c'est pas les mêmes courses que s'il le fait pas. Donc allez, on va rester sur une grosse course. Allez, Pierre-Luc Périchon. En tout cas, ça sera un parcours qui a l'air relativement C'est vrai. vallonné. C'est accidenté, oui, après. C'est accidenté, mais c'est pas hyper accidenté non plus. Le dénivelé positif avait été survendu pendant un petit moment. Championnat de France, il peut y avoir des courses vraiment qui partent dans tous les sens. Selon l'allure de l'échappée qui part aussi, on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer derrière. Donc pour toi, Arnaud Démare, normalement, il passe. Ah oui, c'est pour boss, moi, hein. Enfin, pour quand moi, je dis il passe, peut c'est il passe passer. avec les premiers. Hein. Oui, c'est sûr que c'est l'entraînement en montagne qu'il a fait à la route d'Occitanie qui lui permet de passer la côte à côté d'Épinal. En tout cas, je suis allé vérifier, Julien Alaphilippe est bien annoncé au départ du championnat de France. Après, on verra dimanche s'il y est bel et bien, mais
il est présent dans la liste de départ avec Rémi Cavagna et Florian Sénéchal chez les Deceuninck Quick-Step. Johan, de ton côté, qui est-ce que tu vois endosser le maillot bleu-blanc-rouge? Eh ben, il y en a un qui a été champion de France chez les amateurs, c'est Geoffrey Bouchard, qui vient de finir 3e de Paris-Camembert. Qu'on a vu Et bien qui en sort forme du- aussi sur le Giro. qui sort du Giro, qui est bien, donc qui est en forme. Et moi, je veux dire Geoffrey Bouchard. Et Anselme, pour finir, un petit favori pour ce championnat de France à Épinal sur un circuit qui a l'air assez vallonné, accidenté à tout le moins. Ouais, mais malgré ça, je vais pas être très honnête. Je pense que c'est comme souvent ces dernières années, j'ai du mal à le voir échapper à la Groupama. Ils vont être tellement nombreux que Arnaud Démarre, Valentin Madouas. pour moi, le Démarre, dans sa forme actuelle, devrait pouvoir le gagner. Après, tout dépendra de la circuit. Enfin, si un groupe part avec un Madouas qui roule pas avec un peloton derrière, mais peut aller gagner. Mais je vais dire quand même Arnaud Démarre. Mais la FDJ seront moins nombreuses que les autres équipes françaises, hein, comme chaque année. Hein. Parce qu'il y aura les 19 coureurs de l'équipe. Ouais, mais t'as la de t'as l'équipe la- Tour. Continentale. t'as Et la Continentale à aussi. côté. Et puis même, j'ai envie de dire, leurs rivaux en France, ça va être AG2R à la Philippe. Mais au niveau Cofidis, Total, tout ça, je vois pas qui pourrait venir. Enfin, les meilleurs coureurs actuels de Total, hormis Latour, c'est Delaparté et Rodriguez. Donc ils vont pas servir à grand chose sur le championnat de France. Je me suis trompé légèrement pour le nombre de coureurs de groupe AMA FDJ. En fait, il y aura 19 coureurs, World Tour et Conti inclus. C'est quand même suffisant pour gérer un peloton a priori. Voilà, Oui, tout à oui. fait. Mais c'est vraiment juste Mais pour c'est la- suffisant. Les autres juste équipes, pour ils la ont précision. l'effectif en face aussi pour foutre le bordel. Hein. Ouais, mais si tu te retrouves à avoir plein d'équipes qui mettent le bordel et t'as une échappée où il y a 40 coureurs, bah, Groupama FDJ pour en mettre 4 dedans. Et c'est ceux-là qui vont se retrouver à foutre le bordel parce qu'ils vont pas passer un relais, parce qu'ils vont dire bah non, on la démarre derrière. Mais c'est pas vrai. Enfin, sur le championnat de France où Barguil gagne, les TJ passaient. Hein. Alors que Desmarques pouvait jouer la victoire. C'est pas aussi systématique que ça non plus. Non, mais à voir aussi qui y a devant. C'est Un ça, Madouas, si c'est un t'évoquais un gros ancien groupe, champion amateur, un Valentin Madouas. s'ils sont dans un petit groupe avec Alaphilippe, j'ai du mal à voir un Madouas sur un truc roulé, sachant qu'il y a des Et barres personne derrière. va rouler. Non, Oui, mais- mais personne tout court va rouler avec S'il y a un Alaphilippe. groupe avec Alaphilippe, il n'y a personne qui va rouler à part Personne qui roule. Sénéchal. T'as bien des mecs Cavagna qui tout vont. seul qui se met devant à rouler. Enfin, comme t'as bien un avant. groupe avec Alaphilippe, je suis sûr que tu trouveras 2-3 mecs qui vont rouler parce Non. que d'une Ah bah, Conti ou d'un mec comme ça, un Automarchi parce qu'il sera là, quoi. On verra ça donc ce dimanche pour les championnats de France, qu'on vous fera suivre bien évidemment en live tweet sur le compte Twitter du groupe Eto. Et quant à nous sur Chasse Patate, on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Johan, Anselme et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui. Et pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouve la semaine prochaine pour présenter le Tour de France, les favoris, les coureurs à suivre. Et on n'oubliera pas également les sprinters, puisqu'il y a une start list qui s'annonce assez dense, comme à chaque fois, sur le Tour de France. Et en attendant ce prochain podcast Chasse Patate, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.